la priorisation de cette verticale comme élément stratégique de la stratégie produit au global de la part du top management, il y a un arbitrage à faire sur est-ce que je me positionne à développer quelque chose de nouveau pour me différencier ou est-ce que je consolide l'usage, l'activité actuelle. Hello les Witchers, j'espère que vous nous entendez. On a eu un petit problème technique. Bonjour les Deutscher. Ouais. C'est bon, une première au niveau du Twitch produit, mais je ne sais pas si vous nous avez entendu pour le début. Je vais peut-être refaire une mini présentation et puis après on se relancera. Bon, j'étais très content de mon premier pitch d'introduction, mais bon, je vais essayer de le refaire aussi bien. Je me représente, donc Benoît Rosier, cofondateur et CPO d'Advisory, qui est une agence conseil dédiée au product management. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du produit, je suis passionné par ça et j'ai la chance d'être l'animateur de ce très beau Twitch produit. Donc, pour rappel, le concept du Twitch produit, hein, voilà, il est 12h30, t'as faim, t'as envie de prendre un sandwich, mais vu que tu es passionné du produit, tu as aussi envie d'entendre parler de product management. Voilà, c'est le concept, le Twitch produit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Serge. Voilà, Serge, ça fait plus de 15 ans que tu fais du product, un super parcours ultra varié. Tu as commencé en tant que développeur ta carrière, puis tu as été product manager dans différentes boîtes, notamment chez Prisma, chez Renault. Puis un peu plus tard, tu as été Head of Product chez Deezer, puis Head of Product chez Reveco. Voilà, aujourd'hui tu es freelance, donc une carrière très riche. Est-ce que j'ai tout dit? Tu as tout dit, j'ai également été freelance en fait en product management entre 2014 et 2019. Donc j'avais à cette époque-là l'ambition de créer une société de conseil en product management. Puis finalement, je me suis concentré sur le fait de être freelance en tant que product manager, de me super intégrer donc chez Prisma Media, chez Renault et puis pas mal de missions de coaching aussi à côté. Je me suis pas concentré sur le fait de développer la société, et puis j'ai fini par la fermer pour rejoindre Deezer, qui était mon industrie de rêve. Hmm. Bah écoute, en tout cas, on est vraiment très content de t'accueillir aujourd'hui, Je suis ravi Serge. d'être là. Ouais, et encore désolé pour le petit problème technique euh, au niveau du choix du sandwich. Serge, tu sais, on demande à nos invités de choisir parmi trois sandwichs. Donc, je vais les rappeler. Il y a le jambon beurre. Le jambon beurre, c'est 150 ans d'expertise. C'est la puissance d'une recette simple et efficace. Quand on choisit le jambon beurre, on parle méthodo. Il y a le parbagna. C'est le sandwich qui sent les cigales, le soleil. Donc, toujours une bonne idée hein, de déguster un petit pain bagna face à la mer. Hein. Et donc, quand on prend le pain bagna, bah, on nous parle d'un truc sympa. On nous parle d'un truc qui fait plaisir. On nous parle d'un succès. Et le dernier sandwich, c'est le triangle. C'est le sandwich qui sent mauvais les bouchons et les pots d'échappement qu'on mange sur l'aire d'autoroute parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, quand l'invité choisit le sandwich triangle, il nous parle d'un truc qui n'a pas très bien fonctionné. Aujourd'hui, Serge, c'est quoi ton sandwich? Alors moi, j'ai pas 150 ans d'expertise, donc j'ai choisi un pain bagna qui est un peu triangle, donc il est un petit peu triangulaire. Donc je vais vous raconter une histoire en fait sur le lancement de la fonctionnalité de la verticale podcast quand j'étais chez Deezer. C'est une histoire avec beaucoup de setbacks, beaucoup de détermination et donc un beau succès que j'avais envie de partager, et puis un beau succès qui est plein de challenges et de rebondissements. C'est pour ça qu'il y a un tout petit peu triangle, tout petit peu triangle Ouais. le sandwich. On a d'ailleurs essayé de chercher un mix entre pain bagna et triangle sur Paris. On n'a pas trouvé, ça n'existe pas. Donc Non, mais peut-être il un faut le nouveau lancer. concept. Ouais, 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 exactement. Je pense qu'il y a un product market fit. ouais. Serge, tu as fait beaucoup de choses. Tu as une carrière très riche. Pourquoi tu as choisi spécifiquement cette expérience plutôt qu'une autre? Euh, je crois qu'en fait, c'est une histoire. Le lancement des podcasts, moi, j'avais rejoint en fait Deezer pour ce challenge spécifiquement, c'est-à-dire faire shifter en fait un service de streaming musical vers un service de streaming audio. Et donc, en fait, c'est un challenge d'équipe, de passionnés, de détermination, beaucoup d'évangélisation, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de setbacks. Je vais avoir pas mal d'anglicisme, je m'en excuse par avance. Beaucoup de fierté. Et en fait, c'est une des expériences qui m'a le plus, je dirais, excité dans ma carrière, sur lequel on a le plus, peut-être sur lequel j'ai le plus appris et sur lequel j'avais envie de partager. Ok. Voilà.
Peut-être avant effectivement de commencer à raconter l'histoire et notamment le lancement de tout ça, est-ce que tu peux nous redonner quelques éléments de contexte? Donc voilà, on est en quelle année? Où en est Deezer? Où en est l'industrie du podcast? Ouais, complètement. Alors, on est en 2019, pardon. Alors, c'est pas le tout début de l'émergence du podcast, parce qu'en fait, c'est Apple qui a créé le format il y a assez longtemps, mais on est au tout début de, je dirais, l'engouement, en fait, pour ce nouveau format. En tant que Deezer, on avait un besoin de shifter un petit peu, enfin, en tout cas, de trouver des nouvelles sources de revenus et aussi de se différencier, parce qu'on avait des concurrents qui étaient Spotify, que vous connaissez pas, j'espère. Euh, Moi, je connais pas. Apple, Google, enfin c'est des GAFA, donc c'est des sociétés qui ont des moyens illimités. Et donc on avait besoin en fait de se positionner assez tôt sur de nouveaux types de formats pour aller chercher des nouvelles sources de revenus. Et donc c'est aller se positionner sur un nouveau product market fit. Donc ça c'est le contexte. Et donc moi j'arrive en fait chez Deezer avec un mot, enfin une phrase, donc le point de départ du CEO qui est We want to be all in on podcast. Donc on veut être all in, au poker, sur les podcasts. Et ensuite, une carte blanche avec une équipe sur aller se positionner là-dessus. Voilà, donc ça, c'est vraiment le contexte. Le concurrent principal, c'était Apple du coup à l'époque? Il n'y avait pas vraiment de concurrents principaux, puisqu'en fait, c'était assez tôt. Tout le monde le proposait, mais personne n'avait vraiment investi dessus. Les deux concurrents principaux, plus tard, sont devenus Apple et Spotify. Mais je vais pas spoiler la suite de l'histoire. Euh, mais il n'y avait pas vraiment de concurrents quelque part. Il y avait des entreprises, enfin des players qui étaient dédiés podcast et donc qui étaient uniquement des players de podcast sur le marché. Il y avait évidemment les Spotify et les GAFA qui le proposaient aussi, avec chacun ses avantages et ses inconvénients. Hein. Le player spécifique, il a l'avantage d'être spécifique et donc de répondre uniquement aux besoins podcast, là où en fait les autres, et nous y compris, on est all-in-one, donc on propose tout ce qui est audio. Ok. Voilà. Et donc c'est un peu la course. C'est un peu la course à qui va finalement aller se positionner sur cet usage. Ok. Voilà, c'est plus dans ce contexte-là qu'on a avancé dessus. Donc là, ça drive la majorité des choix qu'on a fait. Ouais. Euh, on a pu prendre des raccourcis pour aller plus vite, pour justement se positionner plus rapidement et puis engager plus rapidement aussi. Ok. Donc là, le CEO dit on est all-in sur les podcasts. Qu'est-ce qui se passe après? Alors voilà, là on rentre on va rentrer on va rentrer un petit peu dans l'histoire. Peut-être juste pour introduire enfin, comment est-ce que sur sur ces plusieurs années, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, il y a vraiment toute une phase de lancement pour commencer, sur laquelle je vais revenir en premier, en partie 1. Ensuite, il y aura vraiment toute cette phase de scale. Donc, comment est-ce qu'on a ouvert 180 pays et qu'on s'est positionné partout? Et enfin, comment est-ce qu'on a pivoté? Comment est-ce qu'on a fait d'autres choix? Et donc, finalement, on a retiré un petit peu nos investissements. Je dirais, c'est pas vraiment nos investissements, mais voilà, on a arrêté de se focus sur ce format-là en partie 3. Donc, voilà, je vais vraiment revenir sur ces trois étapes-là. Euh, et donc sur la partie lancement, je pense qu'il y a vraiment deux mots qui ressortent. Le premier, c'est détermination, le deuxième, c'est communication. Je pense que le premier point, en tout cas, si je vais essayer de l'aborder un petit peu des conseils, un retour d'expérience. Je pense que le premier point, c'est de prouver la viabilité business. Ça va être clé en fait pour réussir à évangéliser, pour réussir à emmener les équipes avec nous. Et je pense que nous, on a un petit peu tardé à prouver en fait et à comprendre pourquoi on se positionnerait sur les podcasts. Et donc, mon premier conseil, c'est le premier point à valider et à comprendre. Pourquoi est-ce que vous positionnerez sur une nouvelle verticale quand vous essayez de lancer une nouvelle verticale? Et donc, tout le monde s'y met, c'est pas suffisant. L'idée, ça a été de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'y mettrait nous. Et donc, en l'occurrence, ce qui s'est avéré être la réponse à ce point-là, ce qu'on a tardé justement à comprendre, c'est que pour nous, c'est le marché de l'attention. Et sur ce marché de l'attention et de l'audio, c'est gagner des parts. Le deuxième point, c'est de générer les nouvelles sources de revenus. Là où en fait le streaming musical, tout le monde a le même modèle et c'est assez bouché. L'abonnement, on a du mal à l'augmenter. Et sur une courbe d'adoption, sur la courbe d'adoption, on était quand même assez tôt. Que les différents utilisateurs du streaming en général utilisent 10 heures pour ce format-là et donc aller les chercher. Potentiellement aller chercher des parts chez nos concurrents. C'est ça les raisons. Et donc là-dessus, moi, il y a un conseil aussi, c'est vraiment faire attention à la cause versus conséquence. Nous, on s'était rendu compte qu'en fait, les personnes qui écoutent des podcasts ont un meilleur engagement que les auditeurs qui n'en écoutent pas. Mais ça ne veut pas dire que si je développe les podcasts, je vais développer l'engagement global. Parce qu'en fait, on avait une pénétration qui était assez faible, quelques pourcents de personnes qui utilisaient les podcasts, et donc une problématique d'adoption.
Donc en fait, ça veut juste dire que je vais engager ces quelques pourcents. Ça ne veut pas dire que je vais engager globalement tous mes utilisateurs. Cause versus conséquence. C'est un des points d'attention qui nous a le plus drivé dans cette recherche justement de pourquoi, de viabilité business. Ok, ça marche. Et c'est intéressant parce que tu dis aujourd'hui, bon, finalement, au début, il y avait une intuition de l'entreprise de se dire il faut aller vers le podcast, mais tu dis vous avez quand même un peu tardé à justement identifier quelle valeur ajoutée ça pourrait apporter. Donc tu dis c'est plutôt au début finalement quasi un coup de poker où on se dit on y va, on sent le truc, mais on ne sait pas bien ce que ça va nous apporter. Ouais, exactement. Ok. Le deuxième point, on s'est mis à essayer de comprendre le marché et nos utilisateurs. Et donc pour ça, l'usage était émergent. Donc il n'y avait pas vraiment en fait de normes sur comment est-ce qu'on écoute du podcast, comment est-ce ce qu'on propose aux podcasteurs, ce qu'on propose à nos utilisateurs. Mais ce qui a été clé, c'était de comprendre en fait quels étaient les bloqueurs à l'usage. En l'occurrence, pour nous, c'était qu'est-ce qu'un podcast, pourquoi est-ce que j'en écouterais, c'est quand même c'est long, et de comprendre les différences avec la musique. Et de ne pas forcément appliquer la recette musique sur le podcast. En l'occurrence, faire le choix de passer 60 minutes à écouter un épisode de podcast, faire le choix d'être ici devant le Twitch, c'est un choix plus fort. Ça a un coût plus fort pour l'utilisateur. Je vais dépenser 60 minutes, donc ça a un besoin de valeur, enfin, un besoin de retour plus fort également. Alors que écouter une musique de 5 minutes qui ne serait pas la bonne, je peux assez facilement. Ça aura moins d'impact in fine, puisqu'il y a un coût plus faible aussi, puisque ça occasionne un coût plus faible. Donc nous, on a fait beaucoup de focus group pour essayer de comprendre quelles pourraient être les attentes à privilégier, des interviews évidemment, on avait fait des canaux par exemple pour comprendre quels étaient les standards, on a envoyé on a envoyé des formulaires quantiques à l'IA, et puis on a positionné aussi des indicateurs type customer satisfaction pour essayer de comprendre en fait et itérer. Il a fallu prioriser du coup les pains et les connecter du coup avec l'impact business qu'on cherchait à atteindre, qui était pour nous en fait d'aller chercher des parts d'attention, de développer en fait de développer l'adoption. Ok. Voilà. Et du coup concrètement, tu as détaillé un petit peu la méthodologie que vous faisiez, donc un peu de quali, un peu de quanti, des focus group, des interviews. Globalement, qui faisait tout ce travail chez Deezer? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient full focus sur ce sujet, ou alors c'était part-time avec d'autres missions? Enfin, voilà, opérationnellement, comment ça se passait dans le quotidien de l'entreprise? Alors en fait, chez Deezer, on avait des équipes data, donc data analyst. Okay. On avait des équipes de user research, des équipes de market research. Et donc évidemment les product managers, moi en tant que product manager et les product managers impliqués, sachant que ces équipes avaient aussi des priorités sur le core business qui était la musique, et donc d'où un besoin d'évangélisation et de priorisation pour sanctuariser de la bande passante pour travailler sur cet usage émergent. Donc toi par exemple en tant que product manager, tu étais 100% dédié au podcast ou tu bossais aussi sur la musique? Alors j'étais principalement dédié au podcast, mais je travaillais aussi en tant que product manager sur d'autres parties de l'expérience, tout au long de ces 2 années-là. Okay. Mais il y a eu des périodes où j'ai plus ou moins dédié, et moi en tant que product manager, j'ai pu interviewer des utilisateurs, et on a pu prioriser ensemble avec des analystes, des équipes de user research, market research, des analyses donc sur des parties plus amont d'exploration, et puis ensuite évidemment tester nos prototypes sur des parties un peu plus aval, tester nos prototypes avant de les envoyer en développement pour justement éviter en fait et puis ensuite tester les développements évidemment en prod, mais sachant que le chemin critique en fait c'est souvent le temps de développement. Tester en amont nos designs nous permettait d'itérer, d'avoir un peu et de dérisquer avant d'envoyer en développement quoi. Et un peu plus le chemin critique quand même en termes de priorisation. Et donc ça représente grosso modo combien de personnes qui bossent pendant combien de temps? Il n'y avait pas vraiment une personne ou une équipe qui était dédiée 100% à ça, mais sur toute une phase, nous on a mis quelques mois à lancer, on a lancé assez rapidement. Il y a eu les études exploratoires dans différents marchés, nos marchés principaux, France, Brésil, Allemagne, Latam, MENA, où on a pu avoir des personnes qui étaient dédiées sur des explorations spécifiques. Donc là, généralement, sur ces marchés-là, où moi je ne parle pas la langue locale, on avait aussi des partenaires pour travailler avec nous là-dessus. Ça, c'est sur des études qu'on a lancées de manière spécifique. Et puis ensuite, sinon, c'est du continuous, continu, mais pas à 100% pour chacune des personnes qui travaillent sur le sujet. Ça, plus les autres sujets qu'ils avaient en parallèle. Ok, ça marche.
Et, euh, et du coup, c'est intéressant parce que vous avez fait donc, différents types de research, donc notamment de la user research et de la market research. Est-ce que tu vois, il y a une recherche qui t'a paru plus importante qu'une autre, ou les deux sont très complémentaires et il faut absolument faire les deux? Enfin, voilà, comment tu vois les choses Moi, je crois que. Alors, je vais exprimer mon opinion sur User Market Research. Pour moi, c'est la même équipe. Enfin, on a eu, j'ai connu dans différentes organisations des équipes séparées ou des équipes communes pour ces deux activités-là. Nous, la distinction chez Deezer, c'est que la User Research était beaucoup plus, avait pour stakeholder le produit et était beaucoup plus centré sur les utilisateurs de Deezer. La Market Research était plus centrée sur l'extérieur, des usages émergents, donc le podcast en faisait partie. Donc moi, j'ai plus travaillé avec la Market Research sur ces aspects-là. Euh, mais c'est quand même des métiers assez proches qui travaillent main dans la main, qui ont travaillé main dans la main, en tout cas dans ce cadre-là. Donc nous, on a fait pas mal des études exploratoires avec la market research, on a fait pas mal le prototype testing et des études plus précises sur, par exemple, comprendre quels sont les market standards, donc le minimum, les must-have en fait qu'il faut avoir pour lancer le produit avec la user research. Je sais pas si ça répond un peu Ouais, à ta carrément, question. carrément. Et peut-être, donc effectivement, tu nous as dit que au lancement, bon, finalement, il y avait plutôt une intuition d'entreprise de se dire, on va sur les podcasts. Est-ce que, donc, quand vous avez effectué toute cette discovery, il y a eu, je ne sais pas, une sorte de aha moment où, en gros, vous avez validé une hypothèse, vous avez eu une certaine data qui vous a dit, OK, bah là, en fait, on avait une intuition, maintenant, on touche vraiment du doigt un potentiel intéressant. Alors oui, c'est quand on a compris en fait, bah justement, cette notion de cause versus conséquence. C'est quand OK. on a compris en fait que en fait, se positionner sur les podcasts, c'était en fait adresser un potentiel émergent pardon, si l'usage se généralisait, de personnes qui allaient être plus engagées, qui allaient écouter plus longtemps et de manière plus spécifique. Parce que évidemment, le format podcast, il offre plus de possibilités, il offre aussi des possibilités business sur par exemple la compréhension de nos utilisateurs. C'est-à-dire que par exemple, si j'écoute Joule et Beyoncé, bah, j'ai un peu moins d'infos sur cet utilisateur-là que si j'écoute des podcasts de sport, de nutrition et de product management. Donc quand on a commencé en fait à vraiment prouver la viabilité business et le pourquoi de se lancer, de continuer sur ce format, bah, évidemment ça a débloqué en fait ce sur quoi on s'est focus et c'est justement ce sur quoi je vais enchaîner potentiellement. Allez, allez, vas-y, Et bah, Serge. alors, Super transition. super transition. Je crois que le troisième point important dans le cadre d'un lancement de vertical et de positionnement et un peu de shift en fait de mission audio versus enfin musique versus audio, c'est vraiment le côté buy-in et le côté évangélisation. Du coup, on est revenu dessus un petit peu. C'est en fait comment est-ce qu'on s'assure qu'on va être on board, qu'on va onboarder la plupart des équipes et donc ça passe par de l'influence et donc en ayant compris son marché et ses utilisateurs et en étant au clair sur la viabilité business, c'est aussi comme ça qu'on onboard. Ça va permettre de faire émerger des initiatives un peu partout dans l'organisation, parce que chaque équipe a ses expertises. Et, et en fait, du coup, ça va permettre de faire émerger des choses qui vont avoir de la valeur, en fait, pour la verticale. Par exemple, je pense à l'équipe qui était concentrée sur les artistes. Donc, chez Deezer, on a des équipes qui sont vraiment focus vers l'usage et des équipes qui sont focus vers les artistes. Donc, on met en connexion des artistes qui produisent de la musique, donc des podcasts, avec des personnes qui écoutent de la musique et des podcasts. Et du coup, on a réussi à faire émerger en fait un point clé qui était d'avoir une couverture de catalogue et donc de réussir à ingérer la majorité des podcasts du marché. Parce que voilà, justement en onboardant cette équipe à travailler avec nous sur les podcasts. Et puis on va éviter des bloqueurs. Donc il faut surcommuniquer et capitaliser sur les premiers résultats. Donc il ne faut pas hésiter. Chez Deezer, on avait un événement, en fait, on avait un breakfast, donc tous les mardis matins, n'importe qui pouvait en fait prendre la parole devant toute la société pour évangéliser, parler d'un sujet. C'est un bon moment pour aller justement évangéliser sur pourquoi est-ce qu'on fait ça et où on en est. Ok. Si c'était à refaire, j'aurais adapté l'organisation. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Si c'était à faire, j'aurais adapté l'organisation pour juste notamment gérer les dépendances. On a pu parfois rencontrer des difficultés à gérer justement les dépendances, ce qui s'est traduit dans l'expérience qu'on a proposée. Par exemple, il y avait des scopes, on était en feature team à l'époque, et en fait, dans ces feature teams-là, c'était des parties de l'application. Et donc, par exemple, on s'est retrouvé en fait à modifier la façon dont on visualise un podcast dans l'application. Et en fait, cette modification était disponible à certains endroits et pas à d'autres. Pas dans la recherche, parce que c'était moins la priorité de l'équipe recherche, elle avait d'autres priorités super importantes. Et du coup, on crée des écarts dans l'expérience utilisateur, et donc forcément, c'est pas idéal. Mais quand tu dis revoir
l'organisation, tu aurais potentiellement revu les différentes équipes produits, remodelé les équipes produits ou Alors, enfin, qu'est-ce que tu aurais fait d'un point de vue ça orga? peut vouloir dire en fait avoir une équipe qui est cross team, qui travaille et qui est capable de travailler sur toute l'expérience de A à Z. Et que sur les Ça podcasts? pourrait être ça, Ouais. mais c'est pas toujours possible parce que si je reprends l'exemple d'une équipe qui est par exemple spécialisée sur les problématiques d'ingestion, bah, quelle va être la valeur finalement d'avoir deux équipes qui Hmm. travaillent sur un outil qui fait 80%, sur Ouais. 80% des choses qui sont en commun entre les deux formats pour seulement les 20% de Oui. différence. Tu crées même peut-être plus de dépendance finalement comme ça. Finalement, tu crées d'autres dépendances aussi d'une autre manière. Mais potentiellement, j'aurais eu quand même tendance à quand même sanctuariser une équipe qui peut travailler sur toute Ok. l'organisation. C'est un peu ce qu'on a fait plus tard aussi Hmm. chez Deezer, hein, mais c'est un peu ce qui a aussi changé et ce qui a été changé plus tard. Ouais. Mais voilà, ce serait un conseil. Parce que là, du coup, tu avais combien d'équipes produits, combien de feature teams qui travaillaient sur la partie podcast une fois que vous avez lancé les développements? Alors, côté produit, ça a impacté toutes les squads. Toutes les squads? Donc, les 4, 3 plus une Hmm. squad, plus ou moins fortement et à différents moments. Et dans ces squads, c'est à peu près 8 9 équipes produits qui travaillent Ok. sur des problématiques différentes. On avait découpé, notre activité était découpée en ces 4 squads-là, et donc tout le monde était impacté, pas toujours au même moment, et avec ce besoin de ma part d'aller justement évangéliser Hmm. et d'aller m'assurer de la priorisation Ouais. de ces différents efforts au même moment, d'où Et, les dépendances et d'où le besoin de buy-in. et D'avoir le buy-in justement, pour revenir un petit peu sur le buy-in et effectivement la priorisation des features, donc tu as le business principal hein, de Deezer, donc à ce moment-là, donc sur la partie musique. Toi, tu arrives avec des nouvelles features que tu souhaites construire autour du podcast. Moi, je suis product manager d'une équipe. Je te dis, bah, Serge, moi, j'ai déjà ma roadmap qui est complète, j'ai déjà mon backlog qui est complet, j'ai pas la place pour faire du podcast. Comment tu fais justement pour faire en sorte que les product managers priorisent ce sujet podcast et donc potentiellement les 8 9 équipes produits priorisent ce sujet podcast à, tu vois, leur to-do list habituelle, quoi. Très bonne question. Je pense que c'est un travail quotidien d'évangélisation, Mm. un travail d'influence. Comment est-ce qu'on influence C'est beaucoup de présence, beaucoup de one-to-one, beaucoup de discussions. Ça peut être la pause café, ça peut être Mm. la pause. Non, ça peut être la pause club, en sandwich. Bon, non, j'ai rien dit. Euh, Enfin bref, c'est beaucoup d'évangélisation et d'influence. Après, c'est pour ça que on parlait de buy-in. C'est Mm. en fait un alignement à plus haut niveau. Ouais. Et ensuite, nous, et ensuite, c'est comment est-ce qu'on gère les dépendances? Parce que chacun des sujets qui sont mis en compétition, ils ont de l'impact Mm. et un impact potentiellement différent. Et donc, c'est justement faire le choix entre avoir tel ou tel impact. Mm. Et en fait, là où c'est compliqué quand on est sur un usage émergent, c'est qu'en fait, on n'est pas encore capable de dire je target, c'est quelques pourcentages de pénétration. Deezer, c'était 16 millions d'utilisateurs, si je dis pas de bêtises. Euh, Bah oui, il y a une fonctionnalité musique qui target 16 millions d'utilisateurs. Fonctionnalité musique, potentiellement tout le monde l'a déjà. Spotify l'a déjà, et donc elle ne permet pas de différencier. Donc il y a d'autres critères que l'impact Mm. pur en termes d'utilisateurs impactés. Et la fonctionnalité podcast qui a 2% d'usage pour l'instant, ou 5% d'usage pour l'instant, bah, elle a quelques centaines de milliers d'utilisateurs en impact. Donc dans un rise, en fait, ça arriverait assez bas. Mm. Mais finalement, il y a un choix. Et donc d'où l'alignement, d'où le fait d'avoir du buy-in, enfin d'avoir obtenu Mm. la priorisation de cette verticale comme élément stratégique de la stratégie produit au global de la part du top management. Bah, il y a un arbitrage à faire sur est-ce que je me positionne à développer quelque chose de nouveau pour me différencier ou est-ce que je consolide l'activité actuelle. Ouais. Et donc, nous, on avait un événement qui s'appelait le quarter planning où on planifiait en fait les 3 mois à venir. Et c'est pendant ce moment-là où, avec le CPO et avec le VP Product et le VP Design et puis les Head of Product aussi, donc ma manager, c'est à ce moment-là qu'on prend ce genre de décision. Ouais, d'accord. Et sans buy-in du top management, c'est impossible. C'est plus compliqué. Ouais. Alors, après, sur les podcasts, ce qui était intéressant, c'est qu'on a quand même réussi à engager et à passionner en fait les personnes en interne pour 2 raisons. La première, c'est nouveau, Mm. donc plutôt excitant. La deuxième, c'est que si tu es utilisateur podcast assez tôt à ce moment-là, bah, en fait, tu as absolument envie d'avancer sur les podcasts, quoi. Mm. Et donc, on avait des développeurs, par exemple, des développeurs, du coup, j'ai un souvenir hyper nostalgique là, du coup, qui développaient sur leur temps perso des fonctionnalités additionnelles qu'on mettait dans le Lab Deezer. Donc, il y a un Lab Deezer qui permet en fait
à n'importe qui en interne qui permettait de développer sa fonctionnalité et de le mettre à disposition de l'utilisateur pour tester ou parce que c'est un projet perso, etc. Et on avait des personnes qui développaient ça sur leur week-end, sur leur temps sur le week-end parce qu'ils étaient ultra passionnés et qu'ils avaient envie de développer cet usage, quoi. Donc c'est ça qu'on a réussi aussi à créer, c'est à emmener une équipe avant une équipe qui était sur lesquelles on avait les mêmes objectifs communs et puis une passion commune aussi sur le fait de voir ce format émerger et se structurer, quoi. Ok. Et du coup, peut-être une dernière question avant de passer peut-être à la partie scaling, mais euh, concrètement, du coup, c'était quoi qui était vraiment identifié comme valeur ajoutée potentielle la partie podcast? C'était parce que tu dis, bon, finalement, ça concernait assez peu d'utilisateurs par rapport à la partie musique, donc c'est pas forcément de l'acquisition, mais enfin, C'est quoi, c'était- justement, c'était- je vais peut-être revenir sur ce point-là avant de passer à la suite, effectivement. Qui va nous donner du contexte. C'est quoi un petit peu la recette de ce qu'on a fait en fait finalement pour justement adresser nos utilisateurs avec une première proposition. C'est un peu ça ta question. Ouais. Ok. Nous, ce qu'on a fait en fait, c'est que on a été très 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 rapidement développer les market standards. Les market standards, c'est tout est must-have, tous les must-have. Donc ça, c'est typiquement pouvoir lire un podcast. Ok. Hyper simple. Et là-dessus, on s'est pas posé de questions. On a été très très vite, on a développé. Donc pour moi, la recette, c'est les market standards. Tu ne peux pas vraiment te positionner sinon si tu n'as pas le minimum. Ouais. Ensuite, moi, mon conseil, et ce qu'on a fait, c'est d'avoir un ou deux différenciateurs. Et donc quand même d'investir sur un ou deux différenciateurs pour vraiment aussi... parce que seulement les standards, c'est pas suffisant finalement dans un contexte comme ça qui est compétitif. Et donc nous, c'était vraiment... on s'était rendu compte dans les différentes research que c'était la partie découvrir des podcasts qui correspondait aussi à notre force en tant que Deezer. On avait mis un grand nombre d'équipes d'édition pour qui c'était la spécialité et c'était un peu dans l'ADN de Deezer. Et donc le fait de couvrir l'ingestion de la majorité des podcasts du marché, on a mis une petite boucle. On s'était rendu compte que les podcasts étaient surtout découverts par bouche à oreille. Donc cette boucle, elle est assez vertueuse parce que tu partages. Donc, tu écoutes un podcast chez Deezer, tu le partages à tes potes et donc du coup ils viennent écouter aussi chez Deezer. Ça, c'était une boucle en fait et qui permet en fait de faire grandir ton business. Ça s'appelle Growth Loops. Et le dernier point, c'est vraiment d'utiliser des composants existants au maximum. Et donc en fait, pour éviter de réinventer la roue et aller vite, on a essayé d'utiliser au maximum de composants existants, mais le risque, le point d'attention qui est hyper important là-dessus, c'est ne pas prendre pour acquis que tout ce qu'on fait pour la musique, il faut le décliner sur le podcast. Il faut quand même se poser la question pour le product manager, de qu'est-ce qui va être différent. Et là, en l'occurrence, autant sur la musique, on avait tendance à recommander de la musique plutôt sous un mode lean back, c'est-à-dire en fait, tu écoutes de la musique et on te met la prochaine musique directement dans les oreilles. Autant sur le podcast, il y a une action de choix qui est importante. Ça, c'est une différence importante à respecter parce que on va pas t'enchaîner les podcasts forcément dans les oreilles. Tu vas pas l'approcher de la même manière. Au même titre que tu vas pas écouter un film, on va pas te mettre au hasard un film devant les yeux. Tu as quand même un peu encore envie de faire le choix toi-même. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a abordé. Et puis ensuite, il faut prioriser. Et nous, on a priorisé l'adoption. Donc là, une partie ultra amont sur l'awareness, donc comment est-ce que nos utilisateurs en fait vont avoir connaissance que nous on propose ça, et puis l'activation. Comment est-ce qu'on va essayer de les activer à avoir une première fois un usage podcast réussi. Mais voilà, on aurait pu prioriser plein d'autres choses en fonction du contexte et en fonction de. Mais quand même se focuser sur la priorité qui vous semble le plus important, c'est quelque chose que je recommande. Et ensuite, step by step, quoi. Cycle 1, on va essayer d'améliorer l'acquisition de nouveaux utilisateurs, donc le fait que de nouveaux utilisateurs essayent le format, et puis peut-être sur le prochain cycle, essayer de développer le fait qu'on ait une deuxième écoute, donc le fait de revenir, etc. Et donc là, effectivement, vous avez fini la phase de discovery, vous êtes bien au clair sur les KPI que vous souhaitez adresser. Donc avant le scaling, du coup, vous lancez un peu les podcasts, vous faites un peu d'A/B test, je suppose. Enfin voilà, comment ça se passe un petit peu cette phase de pré-scaling entre guillemets, cette phase de lancement? Alors on lance dans nos marchés principaux parce que c'est là aussi où on peut le plus facilement itérer, on a plus de volume. Et c'est souvent le marché. Moi, mon conseil, ce serait c'est aussi mon conseil. C'était quoi les marchés principaux? Donc France, Allemagne, Brésil principalement. Et on avait aussi le MENA et le LATAM comme priorité pour le scale.
Bon, je vais y revenir, mais Mm. on avait aussi toute la région de la Latam et MENA qui était Ok. priorité pour les scales. Ok, d'accord. Il y a quelques autres pays, je me souviens plus très bien. Ok. Mais donc Mais ça enfin, se c'était, passe. les principaux, ça a toujours été Ouais. France, Brésil, Allemagne, hein. Et donc ça se passe bien cette phase de lancement, t'es content. Bah, on a atteint, bah oui, oui, on commence en fait on commence à industrialiser de plus en plus enfin, on commence à industrialiser de plus en plus et donc on commence à voir aussi l'usage qui augmente. Et donc on commence à voir que, enfin voilà, ça commence à prendre. Et nos concurrents aussi, Mm. et chez nos concurrents aussi. Et il y a un moment donné où Spotify annonce des investissements énormes sur les podcasts, je sais plus combien de millions. Et puis on commence aussi on commence aussi à voir que qu'on est suivi, voire même doublé, parce qu'en fait, Ouais. ils ont des équipes, Vous n'avez pas, quoi. qui sont 100 fois plus nombreuses. Mais ce qui est aussi un inconvénient pour eux, ce qui était aussi un inconvénient pour eux, c'est qu'effectivement, ils sont peut-être plus nombreux, mais c'est aussi plus dur plus dur pour eux d'avancer. Mm. Nous, comment on lance? On lance d'abord sur iOS, Mm. pour des raisons de priorisation également. Quand on faisait ces quarter planning là, en fait, on gérait les dépendances et puis on optimisait aussi, quelque part, d'une manière ou d'une autre, on optimisait en fait, euh, quelque part, tout ce qu'on pouvait adresser comme sujet en fonction des différentes technos et en fonction des différentes dispos aussi des équipes techniques. Mm. Donc on lance d'abord iOS, ce qui nous permet en fait de tester, de refiner un petit peu, Ok. pour lancer Android un peu plus tard. Ok. Voilà. Et on lance du coup notre interface qui s'appelle Chose à l'époque. On lance notre interface qui s'appelle Chose à l'époque dans nos différents marchés. Ok. Voilà, sur iOS puis sur Android, avec donc un espace pour découvrir des podcasts, ensuite la possibilité de rechercher, d'écouter. Ça on l'avait lancé un peu plus tôt, hein, mais voilà. Et puis la grande nouveauté c'est l'espace. Et pourquoi en fait on a choisi de faire ça, c'est que du coup ça répondait à la force qu'on avait définie précédemment, le fait de pouvoir découvrir des podcasts, une de nos forces et notre différenciateur. Et ça servait aussi le besoin, le awareness, le fait de comprendre que Deezer proposait des podcasts, puisqu'en fait on avait un menu directement dans l'application où en fait qui était au même niveau que la musique. Et donc forcément quand il y a un menu comme ça aussi présent dans une application, les utilisateurs ils ont tendance à cliquer pour aller voir ce que c'est. Ok. Donc ça servait un peu à un double objectif. Et ça en fait quand on essaye de faire plus avec moins, c'est intéressant parce que du coup on essaie de trouver ce qui va permettre de répondre au plus d'objectifs en même temps avec le moins d'efforts possible. Donc ça c'était faisait partie de notre quotidien un petit peu. Ouais. Canon, ultra intéressant. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on passe à la partie 2, puisque bon, il y a toute la partie scaling qui est ultra intéressante, puisque bon, la partie podcast, vous l'avez poussée dans quasi 180 pays. Et je fais juste peut-être une parenthèse, comme vous le savez, on a à la fin du Twitch un petit format qui est celui du Club Sandwich. Donc c'est les questions du club. Donc je prendrai 3-4 questions des Twitchers. Donc n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes que je poserai à Serge en toute fin de Twitch. On passe au scaling. Tu nous Parti. racontes un peu ce que tu as fait sur le scaling? Ouais, Allez. ça marche. Alors là je crois que les maîtres mots de cette partie c'est un peu plus avec moins, more with less. Ouais. Et spécificité locale, pardon. Euh, donc là, en fait, je vais peut-être parler de ça en premier. In fine, on a ouvert dans 180 pays. On a atteint à peu près presque 2 millions de MAU, donc Monthly Active Users. C'est à peu près 15% de pénétration. En combien de temps? Ça arrondit sur les deux années à peu près 2 sur années. lesquelles on a vraiment investi sur les podcasts. Et ce, avec une équipe assez petite, mais quand même une volonté dans l'organisation d'avancer, donc une contribution de la majorité des équipes. Et, le contexte pour ce scale, c'est un peu la course à l'adoption, en fait, finalement, entre nous et nos concurrents. Et donc là, le premier point, c'est la priorisation des marchés. Là, c'est Spotify, les gros concurrents qui accélèrent. Ouais, pas encore à ce point. En fait, on a quand même atteint à un moment donné avec notre expérience, enfin, en gros, ce qu'on a développé, donc l'expérience qu'on a développée autour des podcasts était une des meilleures expériences du marché, que ce soit en fait sur la découverte de contenu, notamment sur la recommandation de contenu. On a vraiment été les premiers en fait à proposer un moteur de recommandation sur les podcasts. Euh, donc c'était un vrai différenciateur reconnu par nos utilisateurs. Ok. Et aussi sur le coverage dans nos marchés principaux. Ok. C'est-à-dire qu'on avait des contrats, on avait des exclusivités, on produisait aussi. Il y a eu un podcast qui a été produit avec Joystar qui s'appelle Gang Stories, qui a énormément bien marché. Les utilisateurs Spotify ils venaient l'écouter sur Deezer. Quoi. Donc on a été en fait précurseur et
voire même leader sur le format, sachant que, Ouais. en fait, dans l'historique, Deezer avait déjà eu une première tentative quand même sur les podcasts Mm. pas mal d'années plus tôt, Mm. et vraiment encore plus early stage. Mm. Et finalement, ça n'avait pas forcément pris, et puis là, c'était un peu une deuxième tentative quand même. Ouais. Enfin, pas vraiment une deuxième tentative, mais peut-être un effort supplémentaire d'y retourner. Mm. Bon, c'est une Et- parenthèse, hein, je vais pas ouais. revenir dessus, mais Et juste sur la partie contenu, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que quand tu produis un podcast, tu le mets sur toutes les plateformes. À l'époque, tu pouvais être un peu plus on différent. avait de la mise en avant. Ok, ouais. On avait des équipes d'édito, d'édito enfin, qui travaillaient aussi beaucoup, Mm. j'allais dire jour et nuit, mais non, enfin, pour justement donc de la mise en avant éditoriale. Ça, c'est pas forcément personnalisé, et puis de la mise en avant personnalisée, c'est-à-dire Ok. une fois que l'utilisateur a commencé à avoir de l'usage, comprendre cet usage et puis lui proposer quelque chose qui pourrait lui plaire. Ok. Ok. Donc un assemblage des deux, ça a toujours Ouais, été un peu la formule super magique de Deezer. Ok. Et puis ensuite une amélioration de ça c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure, hein, pour vraiment développer cette partie un peu adoption. Amélioration de cet espace, puis on a commencé à avoir proposé des espaces différents en fonction du type d'utilisateur, je dirais, donc du persona, en tout cas de la façon dont l'utilisateur était plus ou moins engagé avec le podcast. Et on va commencer à proposer des pages plus ou moins spécialisées, spécifiques, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un podcast et ce que ça pourrait leur apporter. Ensuite, des personnes qui ont commencé à écouter des podcasts, mais bon, qui n'ont pas forcément un engagement très fort. Et puis ceux qui sont vraiment power users et hardcore users qui binge watch des podcasts, enfin binge listen du coup des podcasts, quoi. On a commencé à voilà, adresser tous les types Ok. tous nos types d'utilisateurs. Et du coup, vous aviez aussi des stratégies locales, j'imagine, Alors sur voilà, les différents ça, pays. je suis pas revenu vraiment sur la spécificité locale en tant que telle, mais du coup, effectivement, tu peux peut-être revenir dessus. Donc, on a priorisé les différents marchés et on a essayé et on a essayé aussi d'être aligné. Enfin, c'est important de rester aligné avec la stratégie d'expansion globale. Ça, c'est vraiment mon conseil si on veut essayer de justement scaler une feature ou un produit dans différents marchés. Par exemple, il y avait une initiative de Deezer qui est de se développer au LATAM et au MENA. Et ben, le podcast était un super axe pour supporter cette stratégie-là. Et donc, ça nous a permis de se rattacher à cette stratégie plus globale. De toute façon, s'aligner avec la stratégie globale, c'est primordial. et, euh, et donc, nous, on a une approche plutôt globale-locale. Donc, un produit qu'on veut rester global, donc une équipe qui est globale, hein, qui n'est pas locale, mais avec des spécificités locales. Et donc, du coup, nos features, elles rentraient toujours un petit peu, on avait toujours ce questionnement parce qu'on a commencé à avoir pas mal de besoins qui ont commencé à émerger, plus ou moins spécifiques. Et le questionnement, je pense que pour une feature spécifique, c'est un peu ce trade-off entre coût, parce qu'en fait, la spécificité a un coût en termes de maintenance, en termes de dette technique, versus gain. Et donc, en fonction de la taille du marché, en fonction de la priorisation du problème, est-ce que ce problème est plus ou moins important, criticité de ce problème, bah, c'est ce qui nous a permis en fait de prioriser ou pas une évolution spécifique versus une évolution globale. Tout en gardant quand même en tête le fait que il faut conserver un différenciateur dans un contexte compétitif comme c'était le nôtre. Nous, on avait toujours envie de garder un différenciateur. Donc nos lignes directrices globales qui étaient du coup la découverte de contenu et le fait d'avoir un catalogue élargi, ça c'était quand même nos grandes lignes. Et potentiellement un différenciateur, pour un besoin spécifique, le fait d'être un différenciateur, ça pouvait peser aussi dans la balance de priorisation. C'est ça que je veux dire. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que ça, je pense que c'est un gros sujet pour beaucoup de product managers parce que quand on construit une solution, notamment une solution SaaS, on essaie de construire une solution généraliste et on a toujours des clients qui viennent avec des besoins spécifiques, que ce soit effectivement pour un certain pays ou pour un certain type de segment de clientèle, de segment d'utilisateur. Donc je trouve que c'est toujours compliqué de se dire est-ce que je reste 100% généraliste et du coup c'est plutôt aux utilisateurs d'avoir certaines contraintes ou effectivement je vais dans du spécifique mais potentiellement si je vais trop dans du spécifique parfois ça peut nuire à l'expérience utilisateur globale de l'ensemble des utilisateurs. Et ça c'est vrai que c'est pas évident je trouve. Exactement. Mais parfois aussi, parfois ça a pu quand même nous arriver qu'un besoin qui est spécifique pour une région ou un regroupement de pays, euh, on prenne la décision de l'ouvrir globalement, donc de ne pas générer en fait cette dette technique spécifique, et que finalement parce qu'il présente de la valeur aussi pour d'autres marchés, même si c'est un peu moins important par exemple en France par rapport au LATAM. Ça a pu nous arriver en fait de globaliser une réponse à un besoin local parce que ça avait du sens de le faire. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc, mais finalement, en fait,
je pense qu'il y a toujours un petit peu la direction sur laquelle on veut aller. Est-ce que ce besoin il nous emmène dans la bonne direction? Il emmène notre produit dans la bonne direction? Il y a le trade-off coût versus impact de la spécificité. Et puis, on adresse quand même des besoins de. Enfin, je pense que nos utilisateurs, ils sont quand même tous différents. Ouais. Surtout, il y a des différences culturelles énormes entre les régions. Et c'est hyper important, en fait, de quand même s'adapter, surtout si on a vocation à se battre contre des acteurs locaux. Par exemple, c'est vrai que par exemple, les différences culturelles entre les différents marchés sur lesquels on s'est positionné sont clés. Un exemple qui pourrait expliquer un peu ce que je suis en train d'expliquer. Pendant le Ramadan, on avait en fait, il était coutume d'écouter des podcasts religieux et uniquement des podcasts religieux. Et donc, si on n'avait pas adapté en fait notre page de découverte à cette période spécifiquement, on aurait proposé plein de thématiques différentes et ça aurait été complètement hors sujet par rapport à la période. Donc là, tu pousses pas Et là, quand il y a un concurrent qui s'appelait Angami, qui s'appelle toujours Angami, qui est lui hyper local et qui commence à se mettre aussi sur le podcast, oui, il faut adapter sa proposition de valeur. Ouais, tu pousses pas le C'est podcast primordial de Joe Star. et obligatoire. Exactement. Donc voilà, c'est des points de compréhension et c'est ça qui est hyper intéressant en tant que product manager parce que moi, je trouve ça passionnant. Quoi. Ouais, Comprendre carrément. les différences. Et donc, comment est-ce qu'on s'est organisé? Voilà, on avait donc parce que c'est aussi mon troisième point pour justement scaler. C'est au niveau des opérations, donc en interne, et donc avoir des équipes locales et des équipes globales. Donc le produit pour nous c'était global. Pourquoi pas avoir des product managers locaux? Et puis donc des équipes locales pour nous c'était plus la partie contenu, la partie go-to-market, et puis potentiellement la gestion de contenu, donc une partie partnership quelque part. Je vais prendre un exemple pour la France, ce sera plus parlant. Mais en France, plus de 50% des podcasts écoutés, en tout cas à l'époque, c'était les podcasts de Radio France. C'est fou. Et en fait, ne pas avoir un partenariat avec Radio France et donc ne pas avoir ces podcasts, en fait, c'est quasiment impossible de se positionner sur cette verticale-là sans avoir 50% des contenus. Quoi. Et encore mieux si on peut avoir une exclusivité. Parce que là, du coup, ça veut dire que c'est nos concurrents qui n'ont pas 50% des contenus. Voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, passionnant. Je vois que le temps file un peu. Peut-être qu'on peut passer à la dernière partie si ça te va. Ouais, Je pense qu'il ok. est tout aussi intéressante sur le pivot. Peut-être tu peux nous redonner un petit peu quelques éléments de contexte sur pourquoi vous avez à un moment décidé d'opérer un pivot. Qu'est-ce qui s'est passé alors que effectivement ça fonctionnait bien. On avait 180 pays. Tu disais 2 millions de MAU. Voilà, donc qu'est-ce qui vous a décidé à opérer un pivot? Alors en fait, on était un petit peu au sommet de l'adoption. Je pense qu'aujourd'hui, en 2024, c'est un peu retombé. C'est un peu retombé. Le pivot, c'est à partir de quand C'est vers 2020, fin Ouais, 2020, 2021. Ouais, d'accord, ok. C'est 2021. Ok, ouais. C'est un peu retombé aujourd'hui. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs points. Nous, en tant que Deezer, on n'avait pas forcément la possibilité en fait de se concentrer. Enfin, on avait besoin de se concentrer et de se focus. Et donc, ça intervient en fait dans le cadre de changement. En fait, on a notre nouveau CEO qui rejoint Deezer. Et du coup, l'organisation décide de se reconcentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, la musique, et différemment, donc beaucoup plus largement sur la musique, donc intégration verticale, intégration horizontale, une intégration sur l'audio versus intégration sur la musique. Et donc, c'est un premier choix, mais je crois que le deuxième point, c'est aussi le constat que il n'y aura pas vraiment aucun modèle de monétisation. Personne n'a trouvé en fait un modèle de monétisation capable en fait de justifier les investissements. Et on le voit aujourd'hui avec Spotify et Apple, ils ont lancé à cette période-là en fait un modèle de monétisation qui était de permettre aux créateurs de co-monétiser ces podcasts avec la plateforme et donc de permettre en fait de faire des podcasts payants. Ils ont eu 5 utilisateurs. Enfin, j'exagère peut-être un tout petit peu, peut-être 6, mais ça n'a jamais été une source de revenus ou en tout cas ça n'a jamais été un modèle qui a réussi en fait à être implanté. Je pense que tous ces acteurs-là se posent aussi la question et se sont posés aussi la question. Personne n'a vraiment réussi à démontrer des bénéfices. La pub, non? Ça fonctionnait pas très bien? Pas pour la plateforme, parce que la pub était souvent in podcast, et donc on a géré les flux, en fait. On a géré les flux avec les pubs déjà impliquées, et donc du coup, ça voulait aussi, pour poser aussi des problématiques, parce que par exemple, un utilisateur payant chez Deezer, à qui on a fait la promesse de ne pas avoir de pub, il avait un podcast avec de la pub. Mais c'était les podcasteurs qui monétisaient de cette manière-là. Donc personne n'a vraiment réussi finalement à trouver un modèle qui
pouvait être générateur de revenus. Et nous, enfin, Deezer a choisi aussi au même moment donc de se reconcentrer et d'aller sur la musique, et donc on est dans ce contexte-là. Ok. Donc tu vois, c'est pas en fait une bonne ou une mauvaise décision, c'est plus une décision d'alignement stratégique avec la mission de l'entreprise qui a changé en fait. Ouais. Donc pour moi, avec du recul, oui, la décision est bonne parce qu'il faut toujours s'aligner enfin, toujours s'aligner avec la mission de son entreprise, qui aurait pu être différente et qui est différente en fonction des acteurs. Spotify, sa mission, c'est vraiment l'audio. Positionner sur l'audio. Deezer est parti sur plein d'autres axes autour de la musique qui existent aujourd'hui et sur lesquels j'ai travaillé plus tard, et sur lesquels les équipes continuent de travailler, et qui sont des potentiels de génération de revenus peut-être plus intéressants que celui-là. Et en tant que Deezer, on était obligé de focus en fait nos efforts. On n'avait pas les effectifs d'Apple, de Spotify, etc. Et comment on communique sur ce type de décision? Tu disais, il y a des personnes qui travaillaient les week-ends, jour et nuit, donc très investies sur le sujet des podcasts. C'est la douche froide, non? Oui et non, mais il y a une gestion la gestion de la démotivation, c'est quelque chose de clé en fait, et en tant que product leader sur la verticale, je pense, comment est-ce qu'on fait sur communication, ou beaucoup de one-to-one avec les personnes qui se sont investies pendant 2 ans en fait à tout défoncer sur une verticale hyper intéressante. Donc vraiment, les five whys qu'on essaie de poser à ces utilisateurs, c'est pareil en management. Essayer de comprendre, essayer de communiquer, essayer d'écouter, essayer d'expliquer. Et donc ne pas rater en fait de possibilité d'expliquer de manière très très claire le move qu'on est en train de faire. Ok. Nous, on l'a peut-être aussi un petit peu. Ça fait partie des learnings, c'est un peu ce qu'on a fait, mais ça fait aussi partie des learnings. On a peut-être eu un peu une période de transition sur laquelle en fait on a tardé à exécuter cette décision. Donc on a laissé l'espace dans l'application, et je crois que c'est clé en fait de prendre une décision radicale, radicale pour maintenir le focus, et surtout par rapport à la dette technique, parce que évidemment c'est pas parce qu'on décide de se focaliser nos efforts techniques, produits et techniques sur autre chose, qu'on n'a pas plein de bugs qui remontent, qu'on n'a pas des utilisateurs qui sont frustrés parce que ça fonctionne pas, qu'on n'a pas de choses à faire en fait pour maintenir la fonctionnalité. Et donc en fait, être dans une période un peu hybride où on n'a pas vraiment pris la décision de retirer la feature et puis on commence à travailler sur autre chose, on se retrouve en fait un peu à jongler entre quand même ne pas impacter l'image de notre produit, parce que quand c'est un produit qui adresse beaucoup de monde, donc on ne peut pas avoir une fonctionnalité dégradée non plus, et se concentrer sur des nouvelles verticales sur lesquelles il faut être à fond aussi, parce que c'est exactement la même histoire, mais de répliquer à une autre verticale, quoi. Ouais. Donc ça, c'est clé. Et je pense avoir son top management aussi, qui reclarifie la stratégie, c'est important aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aussi, quoi. Ok. Peut-être une dernière question, et puis après on passe au club sandwich. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Si tu devais retenir peut-être une chose, un enseignement que tu pourrais partager aux Twitchers, c'est quoi? Qu'est-ce que je retiens? Ouais, je retiens une aventure excitante, mais c'est peut-être pas un conseil que je pourrais partager. Peut-être un point dont j'ai pas parlé, notamment sur le pivot. Ce qu'on n'a peut-être pas assez fait, c'est expliquer à nos utilisateurs, en fait. On n'a pas forcément le réflexe de se dire je pivote, j'explique à mes utilisateurs que je pivote. Ouais. On est pas très centré sur nous, quoi. On n'est pas suffisamment centré Quand sur on les change utilisateurs. de mission ou de vision, on n'a pas forcément. Enfin, il y a tout un système de campagne, en fait, évidemment, pour aller évangéliser dessus, mais peut-être qu'on aurait pu adresser. Enfin, voilà, mettre une petite pop-in dans l'app à ceux qui écoutent des podcasts pour leur dire bon, bah voilà, tu vas toujours pouvoir les utiliser, parce que c'est toujours le cas, hein, mais on va pas forcément amener des nouvelles fonctionnalités pour toi, utilisateur, ultra engagé sur ce format-là. Et donc, utilisateur, en fait, au global, parce qu'en fait, partout, sur tout type de challenge produit, que ce soit un challenge de scale, de lancement, de pivot, n'importe, en fait, cette empathie de mettre l'utilisateur au centre, et puis cette empathie de mettre les équipes au centre aussi, pour assurer ces transitions-là, c'est clé, quoi. Ok. Donc, ce serait ça. Ok.
Écoute, merci beaucoup, Serge. Je vais prendre les questions du club sandwich, hein, et les questions du club de Twitcher. Et puis Ouais, il y a une après, question. merci beaucoup, Marie-Solène. Et puis après, si jamais on est aussi preneur de vos feedbacks, vos avis sur l'édition du Twitch produit, hein, on est dans une démarche d'amélioration continue, bien évidemment. Trop bien. Première question des Twitchers concernant le pivot. Les équipes produits dédiées au podcast ont-elles bien réagi au global? Que sont-elles devenues? Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes produits, il y a pas énormément d'équipes produits en fait chez Deezer. Donc en fait, j'étais déjà head of product quand on a pris cette décision. Hmm. Euh, et donc en fait, les équipes, bah, on a réorganisé. Moi, j'ai réorganisé mon équipe. Et donc on travaille sur d'autres verticales, d'autres objectifs sur la partie musique. Et donc en fait, ce qu'on a notamment fait, c'est on a lancé toute une partie blind test que je vous invite d'ailleurs à aller voir parce que c'est super. Enfin, nos utilisateurs ont adoré et c'est super fun. On a travaillé sur le live stream, donc on a essayé de live streamer, on a essayé en fait de supporter des live streams en fait de concerts. On a commencé à proposer aussi des concerts à nos utilisateurs. On a continué à développer l'expérience autour de la musique. Donc en fait, les équipes elles ont continué à travailler sur tout ça. Oui, oui, on travaille sur d'autres sujets. Ouais, ouais, exactement. Ok, ok, ça marche. Ouais. Autre question, donc combien de temps a duré la phase de discovery? Faisiez-vous de la discovery continue et comment la priorisez-vous au vu de la compétition? Alors, on priorisait la discovery. Non, comment est-ce qu'on a priorisé ensuite nos choix? Enfin, les choix de ce qu'on a découvert. Enfin, Ouais. les problèmes qu'on a découverts et les. Ouais. Ouais, ok. Comment tu priorisais, je pense, les éléments que tu découvrais de ta discovery, notamment par rapport à un contexte ultra mouvant avec beaucoup de compétition. Effectivement, Spotify, ils sortent une nouvelle Ouais, fonctionnalité, ok, je enfin, tu comprends. vois. Il y a, il y a plein d'axes dans cette question. Il y a plusieurs axes. En fait, la discovery, oui, en continu. Pour moi, en tant que leader sur cette verticale, en plus de d'autres choses, et donc du coup, bah, en tant que PM, ça implique de prioriser son temps. Mm. Et puis ensuite, pour la majorité des personnes qui se sont engagées avec nous dans cette aventure, et donc du coup, en fait, chacun interviewait des utilisateurs, regardait des compétiteurs. On avait plein de flux qui remontaient sur Slack avec les feedbacks sur les stores. On avait des filtres pour podcast, les feedbacks sur Twitter. Enfin, on avait plein de trucs qui remontaient en fait. Et donc tout le monde en fait faisait ça en fonction, en fonction du temps, donc de la bande passante qu'il avait à accorder sur le sujet. Mm. Moi, j'essayais de joindre les deux bouts. Et de faire tout remonter et puis de faire éclore aussi. Du coup, ça nous aidait pour nos idéations parce que ça nous permettait d'avoir des choses qui remontaient de tous les côtés. Et comme je disais, il y a des études qu'on a priorisées de manière spécifique. Donc, les équipes de market research, de user research travaillaient spécifiquement sur des explorations hyper amont avec nous sur des périodes données. Et puis des moments où on avait un peu plus des études, des équipes data aussi, et des moments où on avait un petit peu moins de dispo, où il fallait, il fallait essayer soit soit faire des raccourcis, soit aller chercher l'information soi-même, aller interviewer des utilisateurs dans la rue. Tu mets ton tablet 10 heures et puis à Saint-Lazare. Tu l'as fait ça? Ouais. Ouais, c'est trop cool. Bah oui, parce que c'est plus simple en fait. C'est ça qui était génial, moi. C'est ça qui était génial en fait chez Deezer. Tout le monde a envie de t'aider parce qu'en fait, tout le monde adore ces thématiques. J'ai eu plus de mal dans d'autres expériences que j'ai eues, mais chez Deezer, tout le monde a envie de t'aider. Donc quand tu arrêtes quelqu'un dans la rue, en fait, il a envie de te répondre. Mm. C'est trop cool. Attention au biais quand même. Ouais. Mais, et du coup, pour l'autre partie de la réponse, est-ce que tu peux juste me rappeler Alors, combien de temps a duré la phase de discovery? Faisiez-vous de la discovery C'était continu, continue? mais c'était continu. Comment On la était tout le priorisez, temps en ouais. train d'améliorer notre compréhension. Et la compréhension et la discovery, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire de la compétition, les usages spécifiques. Et puis ça voulait aussi dire la chaîne de. Enfin, il y avait aussi un gros focus business. La chaîne de valeur dans son ensemble, où est-ce qu'on se positionne, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont les risques. Ça fait partie pour moi de la discovery en fait. C'est du pur business, mais ça fait partie de la discovery. C'est hyper important de penser à tout ça en tant que PM. Et parce que ça va permettre de choisir sur quoi je me focus à explorer après en détail. C'est un arbre en fait. J'ai mon business, j'ai un problème dans les chiffres à cet endroit-là, et puis ensuite je peux savoir exactement sur quoi je peux focus mes efforts de discovery. Et donc, prioriser mes efforts de discovery. Je suis pas dans un flou où je vais un peu Ouais, bien sûr.
partout et finalement peut-être un peu nulle part. Je priorise mes efforts de discovery basés sur le business et l'impact. C'est ça mon conseil. Ok, ok. Et dernière question de Lucie, justement orientée impact. Donc, comment as-tu prouvé la viabilité business? Exemple, est-ce qu'un speech a suffi, des projections financières, et voilà, est-ce que tu as eu des difficultés dans cet effort de conviction? Oui, le principal effort, c'était d'être au clair Ouais. sur ce que ça allait nous apporter Ce qui est pas facile les parfois. podcasts. C'était backupé par énormément d'insights, c'était backupé par énormément de data. Et on l'a fait vraiment au fur et à mesure aussi. Parce que la question, c'est autour de comment est-ce que j'ai. C'est pas comment est-ce qu'on a. Prouver la viabilité, prouvé la- prouvé la- effectivement, voilà, comment est-ce qu'on a est-ce que t'as évangélisé. fait? Tu entends parler, je pense à un moment, tu as fait pas mal d'évangélisation en interne. Je pense qu'on n'a jamais réussi à prouver que le podcast sera générateur de revenus. Mhm. Il l'est pas aujourd'hui, je pense, pour personne. Mais revenu haute valeur ajoutée qui était. Mais par qui- contre, se positionner les podcasts, donc ce qu'on a fait pour aller chercher des parts d'écoute, donc en fait d'attention. C'est le marché de l'attention, hein, donc on se battait en fait pas que contre les players de streaming, on se battait contre Netflix, on se battait contre le fait que tu joues, Mhm. on se battait contre le fait que tu joues avec ta fille par exemple. Mhm. Enfin non, on se battait quand même, enfin on n'aurait pas pris, enfin on n'aurait jamais dit à nos utilisateurs de prioriser ça, non non pas du tout, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en fait le marché de l'attention en fait, c'est pas le marché du streaming. Ouais. Et, et ensuite, on avait le taux de croissance de l'usage. Et donc, c'est pour ça que je disais capitaliser en fait sur les premiers résultats. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, enfin, c'est ça qui nous a permis de comprendre en fait qu'on était dans la bonne direction, quelque part. Mais est-ce qu'on a réussi à mettre en place un modèle qui était viable? Bah non, sinon on n'aurait pas pivoté. Clair. Voilà. Merci beaucoup, Serge. On passe à la toute dernière partie de ce Twitch produit, le Flash Casdal. Ok. Donc, je te rappelle le principe, Serge. Je vais te poser quelques questions très rapides. Et donc, l'idée, c'est d'y répondre également de façon très rapide. Ok. Ça va? Ça marche. Allez, première question. Le product manager, product leader qui t'inspire et que l'on devrait inviter sur ce podcast. Ouais, bah, je pense à Stéphane, Stéphane Delbecq, qui nous écoute, je crois, Salut, pour ses Stéphane. conseils, pour tous ses conseils et pour son expérience qui est à San Francisco, à Paris, hyper inspirante, et son parcours. Bon, bah, si tu nous écoutes, Stéphane, on se voit pour un prochain Twitch produit alors. Une ressource produit à nous recommander, un épisode de podcast, justement, un livre, un Canva. Il y a plein d'épisodes de podcast, mais c'est pas ce en quoi j'ai pensé. Vous Tu ne recommandez. nous recommandes pas un podcast? Je vous recommande plein de podcasts. J'espère. Sur Deezer. Il y a une plateforme qui s'appelle Reforge. C'est une plateforme qui a été créée par en fait le VP Growth de HubSpot. Je sais pas si tu connais. C'est top. Elle propose des cours gratuits et payants. Bon, les cours les plus avancés sont payants. Il y a énormément de ressources très actionnables, des stratégies, tout autour de l'engagement, du product growth. Et en fait, c'est des mécaniques en tant que product manager qui sont beaucoup plus liées en fait à la création de valeur pour son produit, en quoi je crois énormément, qui m'ont énormément apporté et que je vous recommande. Ouais, et là, ils ont sorti beaucoup de contenu autour de l'AI. Et énormément de contenu autour de l'AI, mais en fait, c'est aussi les mécaniques, c'est des contenus en fait, qui sont créés par tous les meilleurs product leaders, enfin tous les product leaders des meilleures compagnies. Donc il y a des product leaders de Meta, d'Amazon, de tous les produits que vous connaissez de Slack. Et ouais, ce que j'aime bien, c'est que on comprend en fait que le product management, finalement, c'est pas la question c'est pas la question, et on en parlait hier, du coup, marrant parce qu'on en parlait hier avec Fabrice, c'est pas la question de la fonctionnalité, mais c'est la question de l'engagement que je vais créer, c'est la question du business que je vais apporter, de la valeur que je vais créer en fait pour la société, pour l'entreprise. Et je pense que c'est ça le chiffre vraiment le plus, en termes de mindset, un chiffre qui est, enfin, qui pour moi, qui est clé quoi. Pas de mot. Le concept produit qui t'a le plus aidé dans ta carrière? Bah c'est celui-là. C'est pas, enfin, j'aurais dit en anglais, je peux le dire en anglais ou... Allez, vas-y. It's not about the feature, it's about mechanics that enable growth. C'est pas à propos des features, c'est à propos de toutes les mécaniques que tu mets en place pour que ton produit grandisse, quoi. Et c'est un peu le point. Enfin, si l'objectif c'est de grandir. Plus globalement, un truc qui a changé ta vie de product? Bon, les data, l'insight. Ouais. L'insight, enfin, en fait, moi j'ai fait du dev, ensuite j'ai fait de la gestion de projet, et puis ensuite il y a eu tout ce mouvement un peu agile, et puis ensuite tout ce moment un peu produit. Et c'est vrai que je me rappelle d'une période où on faisait des specs de 20 pages pour des clients, de tout ce qu'on allait faire, et
parce que tout ce qu'on allait faire, c'est parce que le client nous l'avait demandé. Vu qu'on était le fournisseur, on n'avait pas vraiment. On essayait un petit peu effectivement de conseiller, de le convaincre, d'avoir des éléments factuels pour le faire. Mais ouais, data and insight, enfin, c'est juste. C'est clair. Ah oui, c'est quelque chose. Et pour terminer, si ta vie était un proverbe, quel serait-il? J'ai obligé de lire ma fiche parce que je l'ai préparée évidemment. Parce que j'ai mis du temps à le trouver, c'est hyper dur. Tout est possible à celui qui croit. Ouais, Je trouve que ça beau. définissait bien un peu le mindset et tout, en plus l'histoire et tout ça. Ouais, canon. Franchement, passionnant. Mais je l'ai Serge. préparé, hein, je vais pas vous dire que j'avais comme ça sur le coup, hein. Non, mais je pense que ça a été ultra intéressant. Merci beaucoup. C'était cool d'être là. Bah ouais, sachant qu'en plus, de ce que je comprends, c'est que tu dors pas non plus très bien en ce moment avec ta fille, mais Ah non, pas du t'arrives tout. quand même à Ouais, avoir bah, la pêche. Pas non plus, donc, c'est bon. Ça va un peu mieux heureusement, Ouais, dernièrement, ouais. mais écoute, Donc, donc, si tu franchement, m'écoutes dans canon. 20 ans, Ouais. si tu écoutes le replay, Voilà. Écoute, on arrive au bout de ce Twitch produit. Est-ce que pour terminer, je sais pas, il y a un instant promo que tu voudrais faire, une info à nous communiquer avec plaisir. Allez. Bah voilà, je me lance en tant que freelance, en tant que product leader, en tant que product manager, sur vos problématiques opérationnelles, stratégiques, discovery, stratégie, delivery. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si, pour parler produits, tout simplement. Déjà, n'hésitez pas à me contacter. Ouais. Toujours avec plaisir de parler produits, c'est Et on te passionnant. contacte où sur Et puis, LinkedIn? ouais, sur LinkedIn. Ouais. Ok. Voilà, si vous voulez développer l'engagement de vos produits, booster vos revenus, n'hésitez pas. Voilà, contactez Serge. Et puis pour terminer, allez, je vais aussi faire mon instant promo. On a sorti un très beau livre blanc qui s'appelle Product XL pour accompagner les grands groupes à faire du product management et notamment voilà, à réintégrer la discovery au centre de leur process. Et on a une édition spéciale la semaine prochaine, édition spéciale du Dwitch produit centré sur Product XL, où on aura un format un peu différent puisque là, ça sera un type de format Ask Me Anything, donc on prendra uniquement vos questions. Donc voilà, un autre format du Twitch et c'est peut-être la première fois et peut-être la seule fois du Twitch produit où je ne serai pas animateur mais participant. Donc voilà, ça va être un peu bizarre pour moi, je pense, exercice un peu schizophrénique, mais Pose pas les questions à toi-même. je sais pas comment je vais faire. J'ai encore une semaine pour me poser sur le sujet. Voilà, bah écoutez, merci à tous, un grand merci Serge. C'était Merci à vraiment tous, canon. merci pour l'invitation. Ouais. Non, merci à tous pour vos questions également. Merci et on se dit voilà, à très bientôt les Twitchers. Bye.